BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Et ce Club de la Bourse aujourd'hui, c'est avec Jean-Paul Nicolaï, directeur général de Wise AM, et Marc Renaud, président de Mandarine Gestion. Dernière séance du mois de septembre, du troisième trimestre. Très bon cru ce troisième trimestre. On est sur le point de gagner à peu près 3%, 5% sur le mois de septembre environ. Donc c'est surtout le mois de septembre qui aide à cette performance trimestrielle. Pas de raison que ça s'arrête, Jean-Paul ? Pas de raison que ça s'arrête. En même temps, la dernière fois que je suis venu ici, on était au mois d'août et il y avait quelques tensions entre la Corée et les États-Unis. Mais c'est déjà derrière nous, ça. Et tout à coup, ça s'arrêtait. Donc ça peut revenir. Donc bien malin celui qui peut dire où on sera dans un mois. En revanche, oui, on a une tendance qui est très favorable parce qu'elle est très soutenue fondamentalement par de la croissance mondiale qui d'une certaine manière n'a jamais été aussi homogène depuis très très longtemps. Et du coup aussi ferme, aussi robuste. Les États-Unis prolongent leur cycle et pas de manière artificielle. En fait, on a beau dire que c'est la Fed qui soutient tout ça, mais on peut quand même observer une réelle progression des gains de productivité, de l'emploi, et donc tout ça se tient très bien. Il n'y a pas de raison non plus d'être donc une fin de cycle qui serait brutale et qui pourrait nous mettre en danger. Le seul souci, vous venez d'en parler, c'est évidemment le fait que on a quand même l'impression que Wall Street, jour après jour, est de plus en plus cher. Et donc il y a un moment, forcément, désintéressera les investisseurs. Enfin, le dernier point, je dirais, c'est la vraie incertitude, mais là on est un petit peu plus serein, c'est le dollar. Et c'est vrai que le fait qu'il se soit un petit peu raffermi, là, même si c'est sur des annonces de Trump, ça nous permet comme de voir plus sereinement la fin de l'année sur les marchés européens en tout cas. Donc vous êtes serein. Marc Renaud, on est à 5300 points sur le CAC 40. Il y a encore de la marge d'ici à la fin de l'année ? Ouais, je n'ai pas de commentaires très distincts à faire. On est clairement dans un contexte où les nouvelles micro et macroéconomiques sont bonnes. Donc c'est de nature à soutenir l'investissement boursier qui par ailleurs est à peu près un des seuls qui rapporte en ce moment. Enfin j'exagère, mais il n'y a pas trop de choix. Mais même remarque, les actions américaines sans doute plus encore, mais les actions en général ne sont plus très bon marché. On est sur même en Europe. Même en Europe. Alors la différence c'est qu'en Europe on n'a pas retrouvé les plus hautes marges contrairement aux États-Unis, donc on peut avoir des croissances, des résultats supérieurs aux croissances chiffre d'affaires. Donc ça c'est de nature à soutenir la bourse. Mais on peut plus prétendre que les actions européennes et encore moins américaines sont pas chères. Donc on a fait une bonne partie du chemin là. Vous diriez. On peut gagner de l'argent sur des histoires spécifiques. Après, imaginer une envolée lyrique de 30% des indices, c'est un peu difficile. Donc, la fin de l'année s'annonce peut-être incertaine, vous diriez ? Moi, je sais hésitante ? pas. Je sais pas prévoir à 3 mois, sincèrement. Non, disons que il faut pas bouder notre plaisir. Ça vient d'être dit. On a un contexte macroéconomique qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Les boîtes sont sereines dans leur communication, y compris des gens comme les banquiers, etc. Donc non, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Simplement, oui, on vient de faire un beau trajet, on vient d'atteindre des bons niveaux de cours. Donc il faudra peut-être pas être extrêmement gourmand. Je prévois pas que tout ça se retourne, j'en sais rien. Je dis juste que on a fait quand même un beau trajet depuis 3 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme catalyseur supplémentaire d'ici à la fin de l'année ? Bon, il y a eu la présentation des grandes lignes de la réforme fiscale de Donald Trump, qui finalement a été accueillie froidement par les marchés. Il n'y a pas eu de réaction particulière, ni à la hausse ni à la baisse. C'était la séance d'hier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on veut surprendre les marchés, il faut vraiment qu'on frappe fort ? Oui, mais surtout que quand on frappe une deuxième fois, alors que la première fois ça n'a vraiment pas donné grand-chose. On dit que ça va être la même chose que la réforme de l'Obama. En tout cas, les gens sont plus réservés, ils évitent. Mais ceci étant, si vous regardez, je n'ai pas de détails à vous fournir là, mais globalement, je crois que justement toutes les moyennes capitalisations américaines ont plutôt bien profité de l'annonce. C'est-à-dire que l'idée que les grandes valeurs, elles, ne vont pas gagner fiscalement parce qu'elles optimisent déjà, et le fait qu'en revanche, les valeurs de taille un peu plus raisonnable peuvent profiter d'une telle réforme, c'est quelque chose qui a été intégré par le marché quasi instantanément. Donc oui, si, ça c'est un événement qui pourrait être très favorable pour l'économie américaine et donc pour les marchés actions mondiaux. Marc Renaud. C'est paradoxal ce que je vais dire, notamment pour un vieux boursier comme moi, mais en fait la bonne nouvelle c'est la hausse des taux. Oui.
Alors, on y viendra. Voilà, on y vient en fait. Les banques centrales. Enfin, on y reviendra dans l'émission. Oui, mais les banques centrales nous confirment que c'est ça qu'elles veulent faire. Ouais. Et ça s'appelle une normalisation. C'est l'une des rares certitudes du moment en fait. Oui, mais ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle en même temps. C'est une bonne nouvelle pour les actions, paradoxalement. Jusqu'à quel niveau, j'en sais rien. On en reparlera peut-être. Très bien. Je vous propose de faire une pause et de se retrouver pour la suite de cette discussion dans le Club de la Bourse sur BFM Business. Il est 17h13. À tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Et jusqu'à 18h dans ce Club de la Bourse, nous sommes avec Marc Renaud, président de Mandarine Gestion, et Jean-Paul Nicolai, directeur de Wise AM. On commençait à parler avec vous, Marc Renaud, justement de cet environnement de taux orienté à la hausse, du fait du resserrement monétaire côté américain, du recalibrage du QI côté européen. Donc c'est une certitude, les taux longs vont remonter, mais de façon très progressive. Oui, les banquiers centraux enfoncent le discours prestation après prestation. Ils ont changé de sens. Donc ça s'appelle une phase de normalisation. Après, ils ont changé de sens, ils vont aller doucement. D'abord parce qu'il n'y a pas de raison d'aller vite quand on regarde les chiffres d'inflation. Et deuxièmement parce qu'ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas casser par des mesures trop rapides l'extraordinaire boulot qu'ils ont fait pendant 5 ans. Donc les boursiers, eux, qui jugent toujours de la tendance, apprécient qu'on ait changé de sens parce que c'est un discours de ça y est, on est en train de revenir doucement dans une situation normale. Donc c'est incontestablement une bonne nouvelle pour les marchés de considérer qu'on n'a plus besoin de cet artifice de soutien monétaire, même s'il est encore très présent aujourd'hui. Il y avait un phénomène d'accoutumance quand même. Les marchés, semble-t-il, ces derniers mois, ces dernières années même, montaient du fait du soutien des banques centrales. Si ce soutien disparaît, Jean-Paul, la gueule de bois risque d'arriver, non ? Alors, d'une part, oui, évidemment, la gueule de bois arrivera parce que les marchés, c'est comme ça. Donc, on réagit forcément un peu violemment à de trop mauvaises surprises. Mais dire que c'est les liquidités qui font monter le marché des actions, à la fois c'est vrai, mais à la fois c'est aussi fondé macroéconomiquement par un excès d'épargne dans une économie mondiale qui n'investissait plus beaucoup depuis 10 ans. Donc ce qu'on a vu progressivement, c'est se remettre en marche tous les moteurs tout au long de ces 10 dernières années, tous les pays, progressivement, petit à petit, l'investissement également, pas de manière très violente d'ailleurs. Donc bien sûr que tout ça, ça va donner des niveaux d'équilibre sur les marchés actions qui seront moins soutenus par un excès d'épargne qui a besoin de s'investir et qui cherche désespérément du rendement. Quand vous cherchez désespérément du rendement, vous pouvez le chercher sur l'immobilier, peut-être, mais vous allez chercher ça plutôt sur le marché des actions parce que c'est le seul qui peut vous offrir quelque chose de cohérent avec un scénario positif sur la sortie de la crise. Or là, ça fait 10 ans effectivement donc normaliser une situation 10 ans plus tard, c'est quand même bon signe et je pense que si ça se passe pas trop violemment, et il n'y a aucune raison que ça se passe violemment, ce sera très bien accueilli. Moi j'ai été complètement sidéré d'entendre Janet Yellen dire qu'ils étaient quand même très surpris par le chiffre de l'inflation, par les chiffres de l'inflation, ça se passe plus comme avant, ou quelque chose comme ça, je sais plus ce qu'elle a dit. Mais c'est sidérant. Je veux dire, l'inflation, le mécanisme d'inflation tel qu'il est pensé par les économistes et dans les banques centrales comme une logique cyclique avec la croissance de l'emploi, les salaires, l'inflation, c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment depuis 20 ans. Donc je trouve ça sidérant. Donc effectivement, si tout le monde a en tête un cycle économique au sens traditionnel du terme, on ne sera jamais déçu parce qu'on ne va pas l'avoir ce cycle économique-là. On ne va pas avoir de reprise de l'inflation, de tension sur les salaires. Ça n'existe plus vraiment, sauf dans des cas particuliers comme le Royaume-Uni, parce qu'on a un effet de la devise ou des choses comme ça. L'inflation, et on le voit publication après publication, qui reste très sage. On le voit encore aujourd'hui avec les chiffres de la zone euro, le chiffre PCE américain également. Donc, pas normalement de l'inflation. Oui, mais enfin, il y a un an, on avait peur de la déflation. Oui. Donc, c'est Donc mieux. là, on a vraiment tourné la page. Là, on en est sûr. Là. Ah, oui, ça semble installé. En tout cas, on n'a plus peur du risque déflationniste qui, pour le coup, est ingérable pour tout le monde. Ça, c'est bon pour les financières. C'est vraiment le secteur à privilégier en ce moment. Ceux qui sont revenus dessus avant l'été ont très bien joué. Forcément, après coup, ceux qui ont joué, les secteurs qui ont monté, ont toujours très bien joué. Non, mais là, il y a vraiment une sorte d'unanimisme sur les financières, sur les bancaires qu'on n'avait pas avant l'été.
Il y a un an, on s'inquiétait de certains risques encore dans certains pays, sur certaines banques, et on sait que la plupart de ces grands établissements sont ce qu'on appelle systémiques. Donc forcément, on doit avoir toujours un tout petit peu de réserve vis-à-vis du secteur bancaire, et lorsqu'on veut jouer prudemment. Maintenant, ceci étant, il y a des moments où les valeurs sont tellement décotées qu'il faut investir. C'était d'une certaine manière le cas il y a un petit peu plus d'un an, et c'était redevenu le cas après la contraction qu'on avait eue. Donc oui, bien sûr, le secteur bancaire était intéressant à jouer dans une phase de normalisation des taux d'intérêt, puisque c'est leur modèle économique qui est en jeu. Donc j'ai envie de dire, bien sûr, on retrouve des ancres pour pouvoir faire un diagnostic un peu plus sérieux que ce qu'on avait à disposition il y a encore un an. Marc Renaud, chez Mandarine, vous y avez cru il y a plusieurs mois déjà aux banques? Oui, alors vous étiez investi? J'ai fait partie de ceux, même trop tôt d'ailleurs, mais j'ai fait partie de ceux qui ont acheté les banques quand elles étaient à des prix incroyables, et je parle d'un an et demi, je ne parle pas d'il y a 5 ans. Le premier et fort rallye bancaire, ça a été après l'élection de Trump. Si bien que moi aujourd'hui, en fait, j'ai des banques en portefeuille, mais je ne surpondère plus les banques parce que oui, ça va mieux pour les banques. C'est quand tout le monde dit c'est super et tout, il faut commencer un petit peu à s'alléger. Plus de crédit, moins de crédit non performant, tout ça c'est très bon. Le problème c'est que tout le monde est au courant, et quand tout le monde est au courant, ça a déjà monté. Donc moi j'aime bien les banques encore. Elles sont pour certaines d'entre elles à des prix encore séduisants dans ce contexte économique. On n'a plus des prix stupides comme on les avait il y a encore un an et demi sur des BNP, des Intesa. Anormalement, c'est plus très cher, c'est plus stupide. D'accord, c'est entre deux. Il y a encore des bons dividendes. Il y a des bons dividendes. Ouais, mais il y en a sur d'autres métiers aussi. Donc oui, mais on en parle là. Peut-être. Donc ça, c'est ce qui va bien. Donc la conjoncture, les taux qui vont remonter sous contrôle. Bon, il y a quand même des nuages un petit peu à l'horizon. On parlait de la Corée du Nord tout à l'heure. Il y a toujours des choses qui peuvent ressurgir. Là, ce qui fait la une de l'actualité, c'est le référendum en Catalogne. Interdit par Madrid. Est-ce qu'il va se faire dimanche? On ne sait pas trop dans quelles conditions. Est-ce que ça peut être un élément perturbateur, en signal un petit peu régionaliste comme ça, pas spécialement du fait de l'importance économique de la Catalogne? Jean-Paul. Je dirais plutôt non, au sens où d'une part les signaux régionalistes au sein d'une Europe qui se construit, c'est pas forcément quelque chose qui est défavorable pour un scénario de moyen long terme. Donc ça peut être dans un scénario cohérent d'une Europe qui se développe avec des régions fortes. Donc ça c'est première chose. Puis deuxième chose, pourquoi on s'inquiétait de l'Espagne en un certain temps, on s'en inquiétait, comme on s'inquiétait d'Italie, parce que au niveau global de ces pays-là, on avait des niveaux de taux d'intérêt qui pouvaient à nouveau repartir en spéculatif. Donc ça, c'est quelque chose qui était très surveillé. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet, et la Catalogne en tant que telle ne réallume pas ce point-là. À la limite, les élections, la manière dont se sont passées les élections en Allemagne ce week-end sont peut-être plus à étudier pour pouvoir faire un pronostic sur la valeur de la reconstruction européenne qui est en principe à l'ordre du jour. Voilà, on est encore en train de se poser des questions sur ce qu'on est en train de construire, et c'est peut-être plus important de regarder ce point-là que de regarder la Catalogne. Je dis pas que c'est pas important, et c'est des gens qui se battent pour un projet depuis longtemps, donc c'est forcément important, mais je ne crois pas sur le plan boursier économique que ce soit un gros enjeu. Marc, c'est un épiphénomène la Catalogne? À court terme, le marché espagnol a un petit peu sous-performé, donc ponctuellement c'est déstabilisant. Mais ce référendum, s'il a lieu d'abord, et quel que soit son résultat, ne débouchera pas sur une indépendance de la Catalogne, en tout cas immédiate. Donc j'aurais tendance à dire la même chose. Bon, il faut regarder tout, mais c'est pas la priorité du moment en termes de risque boursier, je pense. Alors qu'est-ce que vous voyez comme risque? Bon, on a parlé de ce qui allait bien. Faut bien quand même un petit peu dire un petit mot bon, peut-être pas des Black Swan, parce que les Black Swan par définition c'est imprévisible. Mais qu'est-ce qui vous fait que vous êtes un petit peu réservé quand même, vous êtes confiant sans excès, vous me disiez en préparant cette émission. Qu'est-ce qui vous freine on est wise, dans votre enthousiasme? On est wise par chez moi, donc on est jamais d'excès. Non, moi je dirais c'est tout le contraire des signes noirs. Le point qui m'interpelle vraiment aujourd'hui, c'est le mode de croissance de l'économie mondiale. Et quand on réfléchit, depuis très longtemps, je suis
finalement optimiste sur la croissance dans le monde parce qu'on a quand même plein d'innovations et des marchés qui se construisent de partout et donc forcément des développements pour les entreprises qui sont encore à venir. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que les entreprises ne valorisent pas vraiment toujours à fond leurs innovations. Et pourquoi ? C'est assez simple. C'est parce qu'en fait, la logique schumpeterienne où on tue en innovant juste après, elle marche très bien, si je puis dire. Sauf que du coup, ça fait une nouvelle innovation, alors qu'on n'a pas encore réussi à valoriser, en la vendant partout dans le monde, l'innovation qu'on a réussi à développer avec beaucoup de recherche et développement. Et ça nous fait du coup une croissance tendancielle de l'économie mondiale qui n'est pas aussi forte qu'elle pourrait l'être. Et alors ça fait pas du tout d'inflation, ça c'est l'avantage, mais ça c'est quelque chose qui me pose souci parce que comment est-ce qu'on va réussir à sortir des 2% sur des pays comme la France, des 3,5% sur l'économie monde ? Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux compte tenu de toutes les innovations qu'on a réussi ? Croissance. Marc, il y a quelque chose qui vous tracasse là, mis à part le niveau de valorisation des marchés ? Non, mais c'est ça, moi c'est mon biais. Hein. Ouais. Et moi, un truc qui est cher, j'ai du mal à penser qu'on va gagner de l'argent dessus. Ouais. Et notamment la bourse américaine. Alors moi, j'interviens pas sur la bourse américaine, mais c'est le marché directeur. Hein. Donc si la bourse américaine fléchissait, les autres ne résisteraient pas. Moi, ce niveau d'euphorie du marché américain et de valorisation par rapport à ces niveaux historiques est pour moi le principal risque du marché. Alors il y a tous les risques. Il y a d'autres euphories. Il y a l'immobilier, il y a les cryptocurrencies, il y a plein de choses qui ne sont pas systémiques, mais bon. On peut étendre ça à tous les actifs. Ça, c'est le phénomène taux zéro. Mais voilà, moi je trouve que, encore une fois, quand un truc est au plus haut, avec des marges au plus haut, des cours au plus haut, des valorisations au plus haut, bon. Et quand c'est le marché directeur, si c'était un marché africain dans un coin, ça irait, mais voilà. D'accord. C'est troublant pour moi. C'est un environnement troublant. Très bien. Pas mal de gérants qui parlaient déjà du Japon il y a quelques mois sont encore plus bullish sur le Japon parce que c'est la seule zone finalement où la Banque centrale va continuer sa politique de taux zéro, voire négatif. Qu'est-ce que ça vous... pour ceux qui se souviennent, comme commentaire, Jean-Paul. Pour les vieux comme nous qui ont vécu le crack, la bulle et le crack du Nikkei, il y a très très longtemps. En 89, dernière séance de 89. Réussir, c'est combien de mois ils ont fait avec de l'inflation positive ? Je sais plus, mais je crois que ça fait 7 ou 8 ou 9 mois d'affilée avec une inflation positive. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 25 ans. C'est magnifique. Non, mais c'est vrai. Objectivement, ce pays et ce marché, c'est quelque chose qui revient de tellement loin. Et puis, c'est particulièrement important parce que là, on a connu une vraie déflation. C'est ce qui nous terrorisait pour l'économie européenne il y a encore... on parlait de risque de japonisation. Oui. Donc le fait de voir que le Japon finit par s'en sortir un jour, c'est quelque chose de bien. Et le fait que les investisseurs s'y intéressent, Marc Renaud, c'est logique dans ce contexte actuel ? C'est normal qu'ils s'y intéressent. C'est un grand pays, une bourse conséquente, même si elle a posé bien sûr beaucoup plus lourd dans les indices. Personnellement, c'est un marché que je ne comprends pas. C'est un marché qui est 100% macroéconomique. Si vous achetez des actions japonaises, il faut vendre la devise, sinon il faut faire le contraire. Ouais. Voilà, ça dépend plus des phénomènes de devises, des phénomènes d'aversion ou de goût du risque. Vous parliez des actions américaines trop chères, là il paraît que les actions japonaises finalement sont pas si chères que ça. Non, c'est vrai, semble-t-il, et elles servent de refuge à chaque fois qu'il y a une crise. Il y a eu des phénomènes amusants, hein. On a vu le Japon servir de refuge aux missiles coréens. Ouais. Donc les réflexes boursiers sont solides quand même. Ouais. Voilà, donc c'est un marché que je comprends pas trop, c'est un marché macro plus que lié aux résultats des entreprises en fait. Très bien. On reste sur les actions européennes. Si volontiers. Volontiers. 17h30 tout juste, c'est l'heure du fixing, donc on fait une rapide pause et on parle de ce fixing tout de suite, ce qui nous mènera à la clôture à la Bourse de Paris. Allez, le fixing à la Bourse de Paris, on est vraiment à 5 minutes à peine de la clôture. Le CAC 40 tient le cap des 5300 points et accélère un tout petit peu. 5317 en progression de 0,45%. On va décortiquer cette clôture dans un très court instant avec nos invités du Club de la Bourse et avec Alexandre Baradez qui nous rejoindra depuis IG. Un petit mot avant cela de Wall Street où la situation est un petit peu inchangée. Sabrina, toujours mitigée, mais il me semble qu'on baisse un petit peu moins sur le Dow Jones.
Oui, on réduit quelque peu les pertes sur l'indice Dow Jones. On ne perd plus que 0,08%. Très exactement, pardon. Sur l'indice Dow Jones, on est à 22 362 points avec le S&P 500, le Nasdaq de leur côté qui affiche des gains, qui accélèrent même les gains, plus 0,5% désormais pour l'indice Nasdaq. Le S&P 500, toujours sur un record, plus 0,2%, 2515 points. Séance marquée par de nombreuses statistiques. On a eu les chiffres des dépenses et revenus des ménages américains en ralentissement sur le mois d'août, mais globalement en ligne avec les attentes de la communauté financière. Le PCE, l'indice d'inflation mesuré préféré de la Réserve fédérale américaine, de son côté affiche son plus faible gain annuel depuis novembre 2015. Et puis on a eu également les directeurs d'achat de la région de Chicago, indice de confiance de l'université du Michigan, qui est ressorti sur le mois de septembre en léger essoufflement par rapport au mois précédent. De l'actualité entreprise, c'est plutôt calme aujourd'hui. On garde un œil néanmoins sur le secteur de la construction avec le géant du secteur qui a publié ses résultats des Horton ce matin, des chiffres nettement supérieurs aux attentes. Le titre prend plus de 9%. Et puis on reste aussi dans le secteur de la distribution avec Whole Foods, spécialiste du bio, qui a annoncé qu'il était victime d'un piratage informatique. On garde ce qui se passe du côté du titre Amazon, puisque Whole Foods n'est plus coté en bourse suite à son rachat par le géant de l'e-commerce Amazon. Voilà donc pour cette tendance. C'est partagé pour la dernière séance du troisième trimestre. Un très bon troisième trimestre. Le Dow Jones pour le moment 22 362 points, Vincent. Merci Sabrina. À 17h34 minutes. Dans un peu plus d'une minute, la clôture sur le CAC 40. Plus 0,45%. Tout d'abord, tiens, on va prendre Alexandre Baradez qui va rester avec nous pendant ces 10 prochaines minutes. Alexandre, bonjour. Chef analyste chez IG. On est sur le point de clôturer un bon troisième trimestre, pour ne parler que de la bourse de Paris, mais c'est aussi le cas à Wall Street. 3% à Paris, 5% sur les indices américains, nous disait Sabrina. On va gagner 5% là sur le mois de septembre. Vous faites partie de ceux qui s'inquiètent un petit peu, depuis de longs mois, des niveaux élevés du marché américain. Là, vous l'êtes encore plus ? En fait, oui, je suis inquiet toujours parce que ce sont déjà les questions de valorisation, moi, qui m'interpellent, si vous voulez. Pas sur l'Europe. Sur l'Europe, il n'y a pas vraiment de vent contraire. Autant aux États-Unis, terminer un trimestre avec un VIX à 9,5, 9,6. Il n'y a pas de volatilité du tout. Il n'y a aucun stress, il n'y a rien. Cette semaine, on a des choses assez intéressantes quand même, qui montrent peut-être qu'on est effectivement, une des traductions d'ailleurs de ce que moi je qualifie d'excès de marché pour la partie US. Ce sont les propos de Yellen mardi soir qui ont été extrêmement clairs. Autant Yellen a été très neutre deuxième trimestre, même premier trimestre sur la politique monétaire, autant là, dans son intervention de mardi soir, c'était très clair. Yellen a dit en substance, on va vers des hausses de taux, on va vers une normalisation du bilan de la Fed, alors avec un rythme programmé à l'avance, mais on va le faire malgré une inflation qui ne décolle pas, la Fed qui estime que cette inflation qui ne décolle pas est un mystère, mais Yellen qui dit on va pas mesurer l'économie ou la force de l'économie américaine sur le seul critère de l'inflation. En gros, c'est ça le message qu'envoie Yellen. En gros, ça veut dire on va quand même relever les taux, même s'il n'y a pas ou si on manque d'explications sur le niveau d'inflation. On est donc bien d'accord que c'est un message qui est clair, normal à l'attention des marchés, notamment quand on voit ensuite que la question de la valorisation des marchés a également été abordée et que le marché, notamment par James Bullard, le fameux James Bullard qui est assez surveillé par les marchés, par les médias également, James Bullard qui nous dit clairement les de valorisation, on ne parle pas de bulle, mais on parle de valorisation très étirée. Et le marché, et c'est en ça que moi je me dis, est-ce qu'effectivement il n'y a pas un schéma d'excès normalement dans un cycle normal, quand vous êtes accommodant, le marché monte, quand vous l'êtes un peu moins, le marché consolide, et puis corrige un petit peu. Là, il n'y a absolument aucune réaction du marché, on a un VIX qui est sous les 10 après ce genre de propos, et on a vu pourtant les taux US repartir. Et avant de poursuivre cette conversation, avec vous, la clôture quand même, on la donne, plus 0,68%. Le CAC 40, 5329, ça fait une hausse de plus de 5% sur le mois de septembre. Et les plus fortes hausses, Vivendi plus 2,91, Peugeot plus 5,49, ArcelorMittal plus 5,46 et à l'autre extrémité du classement,
C'est la plus forte hausse d'hier qui est la plus forte baisse aujourd'hui. Technip FMC, moins 1,6, suivi de Solvay, moins 1,3 et de Capgemini, moins 0,51%. Donc Alexandre Baradez, vous nous disiez, voilà, le signal est clair et du côté de la Fed, et pour autant, toujours aussi peu de volatilité. Donc qu'est-ce que ça cache ? Ça cache. Moi, je trouve que le constat de James Bullard, je vais parler de ses propos parce que c'est des propos que je peux tenir. C'est la même chose. C'est en gros, le marché ne tient pas compte des messages envoyés par la Fed. Donc c'est vrai qu'on sait qu'une bulle est toujours très dure à spotter, à identifier. Les banquiers centraux sont toujours plantés là-dessus, que ce soit sur la bulle Internet ou la bulle des subprimes, n'ont jamais identifié ce schéma de bulle. Donc essayer d'identifier une bulle sur des questions de valorisation, c'est quasiment impossible. Est-ce qu'une bulle, c'est pas quand le marché ignore justement des messages de normalisation de politique monétaire? Alors on peut se dire, l'argument contraire, c'est une très bonne chose, la Fed poursuit sa normalisation, c'est un signe de bonne santé de l'économie américaine, oui, mais à ce moment-là, comment expliquer que le marché grimpe quand la Fed est accommodante, que le marché grimpe encore quand la Fed l'est un peu moins, qu'il grimpe quand elle est encore accommodante? C'était ça le cycle depuis 2009 en fait. Gros coup d'accélérateur, on freine un peu en 2014, fin du QE3, etc. Là, ça a un petit peu corrigé, mais c'est surtout la Chine et les émergents qui ont fait que 2015-2016, ça a corrigé. Après, on repart, la Fed envoie des messages de normalisation, ça grimpe encore. Ça monte trop. À quel moment le marché estime qu'effectivement il y a un risque que le coût du crédit, et même sur les techs, Alexandre, on va demander, on va demander à nos intervenants en plateau ce qu'ils en pensent justement. Marc, est-ce que vous partagez l'analyse d'Alexandre? Comment se fait-il que, voilà, malgré les avertissements d'une certaine façon des banquiers centraux, eh bien la hausse se poursuive? Pourquoi le marché est sourd à ce qu'essayent de faire comprendre les banquiers centraux? Comme quoi, semble-t-il, il y a une bulle. Moi, je vous l'ai dit, je suis effectivement exactement dans les mêmes dispositions. Je trouve que les actions américaines sont chères, les marges sont au plus haut, les prix des techs sont pour moi, gérant value, totalement incompréhensibles. Au point qu'il y a une bulle? On appelle ça comme on veut, mais moi je suis incapable de comprendre les valorisations des technologies. Alors vous me direz, j'ai jamais compris, mais voilà, on lit est parfois sur un marché euphorique. Ouais, les plus négatifs disent que voilà, on est dans une bulle pire que celle des valeurs technologiques des dot-com de 2000. Les plus pessimistes, voilà, chercher le terme. Il y a de la substance alors qu'il n'y en avait pas en 2000 derrière ces valeurs. D'accord. Mais d'une façon générale, sur la valorisation des marchés, non? Quand on regarde les technologiques, oui, effectivement, il y a des résultats. Oui, le monde a changé du côté technologique, puisque déjà, il y a un oligopole, il y a des enjeux, des stratégies qui sont assez claires, et il y a de la consistance et enfin du revenu, du chiffre d'affaires, même déjà avant même du revenu, ce qui n'y avait pas du tout il y a 17 ans. Donc, sur les technologiques, je suis tout à fait d'accord avec Marc. Il y a un moment où vous êtes investisseur, vous vous dites quand même, c'est cher, est-ce que je peux espérer à un horizon raisonnable gagner de l'argent? Alors, même si on croit à la réussite de tous ces GAFA, il y a quand même un moment où on doit faire ce calcul-là. Ou en tout cas pour soi-même ou pour ses clients, on doit faire ce calcul-là avant d'y aller. En même temps, ce qui est vrai, c'est que si vous n'y allez pas et si ça continue à performer, vous êtes toujours un petit peu prisonnier de ce dilemme vis-à-vis de quand vous gérez pour compte de tiers. Alexandre Baradez, vous dites qu'il faut être particulièrement prudent sur quel secteur en particulier. On parle des technologiques. Il y en a d'autres comme ça qui sont selon vous survalorisés? Alors, moi, je parle pas de bulle, attention. Tout à l'heure, je disais qu'effectivement... On essaie de nous faire comprendre qu'il y a une bulle. L'identification d'une bulle est toujours très dure. Mais je pense qu'effectivement, il y a de la place, largement, pour corriger de 15% sans que ce soit un éclatement de marché, un effondrement, parce qu'effectivement, les fondamentaux sont quand même pas les mêmes qu'en 2000 et en 2007. Mais je veux dire, il y a de la place pour une correction un peu sensible. Oui, donc c'est les techs que je regarde, c'est les techs majoritairement, je les regarde parce que, déjà je trouve également que les valorisations sont chères, et également même graphiquement, et ça c'est sur tous les gros indices américains, vous avez ce qu'on avait déjà identifié en 2014-2015, ce qu'on appelle les divergences, c'est-à-dire vous avez des cours qui sur plusieurs mois, des indices qui sur plusieurs mois montent, donc marquent de nouveaux sommets par des vagues qui sont très régulières et bien imprimées, et vous avez des indicateurs, notamment les oscillateurs, type MACD par exemple, qui s'affaissent progressivement sur la même période, donc ce qu'on appelle une divergence baissière. Et on a également eu donc le marché qu'on a actuellement sur les indices américains. Regardez l'allure qu'avaient les indices américains 2014-2015, avant que ça commence à corriger. On se voit que c'était la Chine qui avait envoyé le mouvement le top départ, mais les marchés ont quasiment la même allure. Les mêmes divergences apparaissent. Donc c'est ça également qui, moi, m'interpelle. Il y a un autre élément...
Sur les taux cette semaine, il y a quelque chose de très intéressant qui peut peut-être marquer le début d'une réflexion du marché sur pas forcément la Fed, peut-être plus le plan fiscal. Parce que après Yellen, on a vu que les taux sont nettement réappréciés, clairement une grosse accélération des taux aux États-Unis et en Europe, notamment le Bund qui est repassé au-delà de 0,5%. Et sur les annonces fiscales qui avaient déjà un peu fuité auparavant, mais le soir même par Trump, il n'y a pas eu de deuxième effet, si vous voulez. Il n'y a pas eu de réaccélération des marchés actions, pas de réaccélération du dollar et pas de réaccélération des taux. Pourquoi ? Parce que ce que présente Trump, c'est une liste ou ce qu'a présenté, ce qu'en présente son équipe, ce sont des souhaits. On sait très bien que ça ne passera jamais en l'état le Congrès, et on voit même Mnuchin, donc le secrétaire au Trésor, qui explique dans la foulée que ce scénario de plan fiscal se base sur une croissance américaine de 2,9% par an pendant 10 ans. Je vous invite à regarder la croissance américaine sur une période de 30 ans, et vous verrez combien de temps elle a passé au-dessus de 2,9 et combien de temps elle a passé au-dessus de 9. Donc ça paraît peu probable, et je me demande si le marché ne va pas à un moment donné commencer à dire on a acheté un scénario de plan fiscal fort, on voit qu'il y a encore eu un échec sur la réforme de la santé qui ne passe toujours pas le Congrès. Pourquoi le marché serait hyper enthousiaste sur ce plan fiscal dont pour l'instant on n'a que les grosses lignes, dont aucune mesure d'économie en face pour la financer? Le risque, c'est que ce plan soit très édulcoré, qu'il ait beaucoup de difficultés à passer, et surtout parce qu'il n'est pas financé. C'est l'économiste de la Maison Blanche qui dit oui, on va le financer, c'est la croissance qui va l'autofinancer. Jean-Paul, c'est crédible ça? Alors, je ne me permettrai pas de... Vous n'êtes pas économiste de la Maison Blanche. Oui, voilà. Mais ceci étant, c'est sans doute très ambitieux, comme il vient d'être dit, mais c'est pas totalement déraisonnable. Et quand on parle de valorisation, il faut se souvenir à nouveau qu'on parle de niveau. On a des raisonnements sur les niveaux et non pas sur des variations. Et du coup, dès qu'il se passe quelque chose sur les niveaux, un changement structurel sur le niveau, il faut réussir à accepter l'idée que les valeurs d'hier, c'est plus forcément comparable avec les valeurs d'aujourd'hui. C'est le cas, effectivement, si on change radicalement le niveau du taux d'imposition des entreprises, par exemple. Moi, je voudrais revenir sur la valorisation de l'ensemble du marché américain par rapport à ce qu'on a connu à la fin des années 90. La fin des années 90, c'était le début de la mondialisation. Je n'ai pas les chiffres en tête, je suis désolé, mais la part du PIB, de l'enrichissement des entreprises américaines qui se faisaient à l'extérieur des États-Unis était, mettons, je ne sais pas, de 15%, quelque chose comme ça, peut-être moins. Aujourd'hui, c'est certainement au-delà de 30%. Vous avez donc dans le mécanisme même de la valorisation des perspectives bénéficiaires des entreprises, à prendre en considération des choses qui dépassent de toute façon l'économie américaine aujourd'hui, alors que c'était beaucoup moins le cas il y a 20 ans, au moment de la crise de la fin des années 90. Et ça, je pense que c'est ça qu'on a du mal à mesurer. C'est ça qu'on a du mal à mesurer parce qu'on ne sait pas si la Chine est résiliente. On ne peut pas comparer les niveaux des marchés fin des années 90 avec aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Non seulement du fait du degré de développement des dot-coms, ce qu'étaient les dot-coms à l'époque. Il y a une autre grosse différence. Alors, on ne va pas rentrer dans la théorie financière, mais c'est qu'on actualisait avec des taux, je ne sais plus combien ils étaient, mais qui étaient à 6. Là, quand vous actualisez des flux de dividendes à 10 ans avec un taux zéro, vous pouvez justifier n'importe quoi. Donc on est un peu troublé par ça, et notre scénario, c'est que les taux semble-t-il changer de sens, mais que ça ne va pas aller vite. Donc ça j'ai tenu des propos un peu négatifs. Ça justifie les niveaux de valorisation élevés. Simplement, jusqu'à quand, si ce scénario de reprise des taux se confirme. Donc c'est à la fois comparable, pas comparable. On n'est pas dans la même situation, on peut pas prendre les mêmes chiffres. Mais enfin, à la fin, les méthodes de valorisation, c'est les mêmes. Ah oui. Parfait, messieurs, on va faire une petite pause. On va remercier Alexandre Bardez d'avoir été en duplex avec nous aujourd'hui. Merci Alexandre, chef analyste chez IG. Très bon week-end à vous. On fait une petite pause et on se retrouve pour la dernière partie de cette conversation dans le cercle de la bourse. À tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Et jusqu'à 18h, dans ce Club de la Bourse, nous sommes avec Jean-Paul Nicolai, directeur général de Wise AM, et Marc Renaud, président de Mandarine Gestion, qui vont nous donner quelques pistes d'investissement, nous parler un petit peu des valeurs qu'ils ont en portefeuille en ce moment. Marc, vous nous avez parlé tout à l'heure des bancaires, que vous ne surpondérez plus, parce que vous en avez depuis pas mal de temps. Quelques autres idées. Alors vous êtes un petit peu contrariant, vous me disiez. Vous achetez les pétrolières, c'est être contrariant que d'acheter les pétrolières en ce moment, ou Oui, quand même. Peut-être un petit peu de moins en moins quand même, non? Alors depuis quelques jours, ça l'est moins. Depuis quelques jours, mais c'est le secteur le plus contre-performant depuis le début de l'année, par exemple. Donc ça a vraiment souffert. Et oui, j'aime bien ce secteur-là. D'abord parce qu'ils ont coupé les coûts de façon incroyable et que sur ces niveaux de $50 le baril,
a fortiori là on est plus haut. Ils sont tout à fait capables et de financer l'investissement et de vous payer le dividende. D'ailleurs, maintenant, ils vont le payer en cash sous peu. Donc les BP, les Total, les Royal Dutch Shell, je ne donne pas dans l'originalité, mais c'est des boîtes qui ont sous-performé, qui ont coupé les coûts de façon incroyable. Dans un Certaines marché... se transforment un petit peu, par exemple Total qui va se lancer dans la commercialisation d'électricité, de gaz auprès du grand public. Écoutez, moi, si on est audacieux, on peut dire qu'il y a une bonne chance que dans ces sociétés-là, en tout cas les meilleures d'entre elles, on est les gagnants de demain des nouvelles énergies. Ouais. Alors ils ne sont pas précurseurs parce qu'il serait idiot d'être précurseurs, c'est des concurrents directs. Par contre, ils ont un cash flow gigantesque. Quand les technologies sont au point, quand les coûts de production sont favorables, on voit effectivement Total racheter Saft ou racheter de l'énergie solaire. On voit Royal Dutch Shell aller dans les éoliennes. Donc c'est des gens qui ont tout à fait les moyens de diversifier sur la durée leur production. Et en attendant, ils ont des immenses cash flows. Ils ont vraiment singulièrement amélioré la gestion. Il faut dire que c'est des gens qui vivaient grand train quand le baril était à $100. Pas de parapétrolière, non? Alors les parapétrolières, le cycle est un peu différent. Hein. Ça reprend pas. Aujourd'hui, elles continuent à facturer les chiffres d'affaires pris il y a 3 ans qui étaient avec des marges plus agréables. Donc là, il y a intérêt à faire attention au bilan parce qu'il y aura encore des morts. Jean-Paul Nicolai, qu'est-ce que vous regardez? Pas de secteur en particulier, c'est vraiment du stock picking pur. Ça nous est arrivé de regarder les secteurs, le bancaire l'année dernière par exemple. Mais dans ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'on a un mouvement vraiment de dispersion très très fort. Et du coup, même sur des valeurs qui sont plutôt des valeurs de croissance, donc c'est même sans faire de la value, on se retrouve à être surpris des niveaux de décote que subissent certaines entreprises et à avoir envie, en raisonnant justement en termes de valeur, avoir envie d'investir dans ces entreprises. Et là, on peut en trouver à peu près effectivement dans tous les secteurs. Mais il y a des dispersions assez folles. Si vous prenez, je sais pas, si vous prenez les télécoms, si vous prenez les utilities, si vous prenez un peu... Quelques exemples, allez-y. Sur les télécoms, vous pouvez regarder la valeur d'Orange par rapport à son concurrent Iliad. On est vraiment très bas et à des niveaux qui raisonnablement, justifient un investissement. Bon dividende aussi. Oui, si, mais c'est plus vraiment parce que vous regardez de valeur. Si vous prenez sur les utilities, vous avez Veolia qui est vraiment pas cher. Il y a des grandes entreprises comme ça dans chaque secteur, vous pouvez en trouver. Nous côté bancaire, ce qu'on regarde en ce moment, c'est plutôt Coface, pareil, qui a déjà fait un très gros travail de réagencement, de réorganisation, de réorientation, mais qui a toujours pas séduit, et donc ça paraît intéressant pour nous. Ou alors on regarde des valeurs un peu plus petites. Notre gérant spécialisé là, nous disait que, par exemple, Marie Brizard était une très belle valeur, très peu chère. Moins cher que Pernod. Bon, pas la même taille non plus, mais... Oui, voilà, mais vous avez Nexence aussi, vous avez des boîtes comme ça, quand vous regardez leurs concurrents. Pareil, Coface, je disais Coface par rapport à Euler et Hermès, vous avez des écarts de valorisation incroyables. Marc Renaud, les valeurs liées aux matières premières, là aussi vous avez des idées super originales, dites-nous. Super original, j'en sais rien. En tout cas, c'est moins contrariant maintenant de faire une matière première que du pétrole, parce que ça a bien remonté, beaucoup même remonté depuis 12 mois. Pour autant, elle s'était tellement effondrée pendant la crise que moi je les trouve encore séduisantes. Et par exemple, je continue à être un investisseur en Arcelor ou sur des anglo-américaines. C'est des sociétés là aussi qui ont coupé les coûts, se sont spécialisées sur les métiers qu'elles savaient faire et qui étaient rentables. Elles ont profondément assaini leur gestion et on avait fait des moins 90% en gros là-dessus. Donc après 100% de hausse, le principe moins 90 plus 100 c'est pas pareil. On est encore à des prix très séduisants et là aussi avec des rendements qui permettent, dans des marchés qui sont un peu topiches, qui permettent d'attendre gentiment. Ce qui inquiétait, c'était la demande chinoise. On se disait, oui, elles sont bien sûr va tarir, il y a une surproduction. Elles sont dépendantes, bien sûr. Alors il faut. Donc ça, c'est plus à l'ordre du jour, ça. Si, c'est à l'ordre du jour, mais les barrières douanières sont mises en place. Les Chinois réduisent leur capacité de production. La reprise cyclique européenne permet à ces gens-là de vendre plus de volume. Donc je vous dis pas que c'est des secteurs tranquilles où tout va bien. Je vous dis que là, on est après un effondrement pendant la crise sur des boîtes qui légitimement sont en train de se reprendre et que je considère encore attrayantes boursièrement.
Arcelor dans la sidérurgie, ArcelorMittal et Anglo-American. Par exemple, Anglo-American, c'est un cas compliqué. Il y a plein de mines en Afrique du Sud, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. C'est des boîtes qui sont compliquées, hein, mais qui sont à des prix très séduisants et qui surtout ont profondément assaini la façon dont elles travaillent. Jean-Paul Nicolai, un avis sur ces valeurs-là? Il y a de vrais, mais avant de nous parler avant de nous parler des est... foncières, parce que vous me parliez des foncières quand on a préparé cette émission. C'est là on est d'accord. Non, mais je pensais à Alstom là, qui a je veux dire, c'est des histoires qui sont suffisamment structurellement déterminantes pour que à un niveau de prix qui n'est pas encore démesurément élevé, même encore celui de ce soir. Enfin, j'ai pas vu celui à la clôture, mais Arcelor, on consolide un petit. Alstom, vous parlez d'Alstom. Alstom, on consolide un petit peu, on se stabilise. On est à 35,93 €. Voilà, mais c'est un niveau de prix qui, compte tenu de l'histoire telle qu'elle se présente, mérite qu'on s'intéresse à cette valeur. Je crois qu'il y a des objectifs à plus de 40 € sur Alstom, depuis ce mariage avec le ferroviaire de Siemens. J'ai envie de dire, tout est là. C'est vous êtes là, vous devez trouver des idées avec une perspective de rendement. Alors, dans le cas de Marc et de Mandarine, ils cherchent des rendements beaucoup plus élevés peut-être que ce que nous cherchons nous. Mais donc, nous, ce qu'il nous faut, c'est trouver des valeurs qui ont de vraies histoires et qui justifient de croire à un scénario qui valorise un niveau de prix qui, aujourd'hui, n'est pas du tout trop élevé. Alstom, ça peut encore monter. Je ne sais pas si vous en avez dans vos portefeuilles. Je suis plus prudent. Alstom, il faut faire de l'histoire. Hein. C'est une longue histoire. C'est quand Alcatel balance ça avec toute la dette et qu'ils s'en sont jamais remis, en gros. Hein. Donc, un jour, ça s'arrête, mais c'est une histoire compliquée. En quelques secondes, les foncières. Mais les certaines foncières, c'est pareil. Pourquoi il y a encore du potentiel du côté des foncières? C'est un exemple de divergence. Si les taux remontent, c'est pas trop bon pour elles, non? C'était je vous donnais cet exemple-là en termes de divergence entre la foncière des régions, par exemple, qui se porte très bien et qui est très bien valorisée, qui a une histoire boursière, une histoire économique extrêmement intéressante, et puis les grands de la côte comme Clépierre, par exemple, qui se portent beaucoup moins bien, qui d'une certaine manière à juste titre, c'est-à-dire que les fondamentaux ne sont pas du tout les mêmes, mais sont tellement décotés que ça donne envie de re-regarder. Parfait. Merci messieurs pour toutes ces pistes. Jean-Paul Nicolai, Wise AM et Marc Renaud, président de Mandarine Gestion. C'est la fin de ce club de la bourse, de cette émission Intégrale Bourse. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle le CAC 40 ce soir, plus 0,68%, 5329, quatrième séance de hausse d'affilée. Un très bon mois de septembre, à plus de 5% de hausse, ce qui fait que sur le trimestre, on gagne environ 3%. Voilà, dans un instant, vous retrouvez le journal de Jean-Christophe Croisset. Intégrale Bourse revient lundi à 15h30. Excellent week-end à toutes et à tous. BFM Business, Intégrale Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.